Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai une discussion ce matin avec un pote qui m'a dit pour la première fois de ma vie, je serais prêt à aller me battre au Groenland pour défendre l'Europe. Ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai ressenti dans les derniers jours, c'est un sentiment de fierté d'être européen. Et comme disait le ministre canadien, quand vous n'êtes pas à table, vous êtes au menu, dans son discours assez célèbre maintenant à Davos. Et je pense que l'Europe a décidé qu'on allait arrêter d'être au menu. Et en fait, j'ai envie de revenir un peu avec vous sur les forces, les faiblesses de l'Europe, ce qui me rend fier, mais aussi ses limites. Parce que je pense que dans le grand ordre mondial, et les questions qu'on se pose aussi en tant qu'entrepreneur, quelle est la place de l'Europe, je pense qu'il y a pas mal d'approximations. La première chose, j'aimerais bien revenir sur la force de l'Europe et de l'Union européenne en détail, pour vous donner quelques chiffres, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est puissant. Après, tout est question, et j'en parlerai, est-ce qu'on est capable ou pas d'utiliser cette force? Deuxième chose, de vous donner des points quand même, on est meilleur que les US. Moi, ça fait un an que je suis ici et il y a quand même des sujets sur lesquels je suis en mode waouh, on est vraiment au-dessus. Après, je vais vous doucher je vais faire une petite douche froide pour vous expliquer qu'on est quand même, qu'on est toujours pas le barycentre euh, de la tech mondiale, hein, malgré ce que j'entends. Et là, je vais tacler un acteur YouTube en particulier. Et à la fin, je vous donnerai un petit peu mon plan en résumé de comment je pense que l'Europe peut vraiment trouver sa place dans le monde de la tech. Et pour tous les entrepreneurs qui se posent des questions, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, je pense que ça va beaucoup vous aider. Voilà, j'attaque. La force de l'UE. Le principe de la force, c'est qu'on doit être crédible à s'en servir. Et je pense que ce qui s'est passé avec Macron, avec ses lunettes de soleil d'aviateur, avec ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne, aussi au niveau des UK, où le Premier ministre il a commencé à dire « Oh là là, on va se calmer », on a prouvé qu'on était capable d'utiliser notre force, qu'on était capable de se rebeller, qu'on n'allait pas juste faire une diplomatie des petits fours. Et du coup, j'aimerais bien quand même revenir sur qu'est-ce que c'est la force de l'Union européenne. Première chose, c'est, on en a parlé dans les journaux, c'est l'arme anti-coercition. C'est un peu la bombe nucléaire de l'Union européenne de dire, en fait, on va vraiment vous emmerder d'un point de vue économique. Alors ça demande une adhésion large de l'UE, etc. C'est compliqué, mais en tout cas, on a les instruments juridiques pour vraiment se défendre de façon très forte. À quoi ça pourrait amener? Pour info, on a quand même 3000 milliards de dettes américaines en Europe. Alors bien sûr, c'est beaucoup d'assureurs, de banques, de sociétés privées, de particuliers, mais on a quand même 10% de la dette américaine. Ce qui fait que demain, si on forçait ou si on se mettait à vendre en masse la dette américaine, ce serait une grosse épine dans le pied des ricains. Je vais pas vous dire qu'ils s'en sortiraient pas, etc. Mais ça donne un argument. On se dit, attends une seconde. Qu'est-ce qu'on voulait à la base? Est-ce que le truc qu'on veut en tant que pouvoir américain, ça vaut vraiment le coup des inconvénients qu'on va avoir si les mecs en face de nous ils vendent toute la dette? Un autre sujet, on se rend pas compte, mais 25% des exports des GAFAM, donc les Google, les Meta, Amazon, etc. Ça représente, donc en Europe, ça représente 25% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si demain, toute l'Union européenne disait on vend la dette américaine et on arrête d'utiliser les outils des GAFAM, ça leur ferait un énorme hit. Bien entendu, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de le faire parce que ça ne nous avantage pas. Mais on peut le faire et c'est suffisant pour nous faire respecter. Et du coup, passer de on est sur le menu à on est à la table de négociation. Sur quel sujet on est meilleur que les US? Et je pense que ça, c'est quand même des choses qu'on voit pas. Moi, il y a deux trucs qui me marquent beaucoup, qui sont assez fondamentaux et à mon avis sur lesquels l'Europe devrait vraiment jouer ses forces. La première chose, c'est qu'on est capable, notamment en France, et je pense que c'est aussi assez vrai en Europe, on a un système scolaire basé sur le mérite, même s'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais non, mais c'est pas tant que ça, etc. Je trouve que c'est bien meilleur qu'aux US. On est capable d'aller spotter des talents dans la campagne, dans les cités, etc. Et vous allez me dire oui, mais moi je suis un talent, on m'a pas spoté. On est capable d'aller spotter les top 0,01%. Je ne fais pas partie de ces top 0,01%, du coup je n'ai pas été spoté. Et il y en a plein d'entre vous qui regardent cette vidéo qui par définition sont dans les 99,99% et pensent que le système scolaire leur a pas donné assez et que les gens sont plus riches, qui ont plus d'éducation, etc. ont eu plus de place que. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le top 1% et que vous avez des parents avec un énorme capital social qui ont beaucoup d'argent, vous allez finir en école, alors que si vous êtes dans le top 0,1% et que vous avez ces qualités-là, vous finirez pas à l'X, HEC, etc. Par contre, si vous êtes dans le top 0,01%, il y a de grandes chances que vous y retrouviez, quoi. Et ça, je pense que c'est une grande force, qu'à mon avis, n'ont pas les États-Unis. Parce que ça fait partie de
de notre culture et de notre système européen et notamment français. Un autre sujet. Et ça, c'est quand même une énorme... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, on est capable de voir les esprits les plus brillants de notre temps, de les repérer, de les faire grandir et de les mettre à l'avant. Et en fait, dans la guerre des talents mondiale, c'est quelque chose qui est incroyable. Si on n'a pas un pouvoir hyper fort pour faire venir les talents à nous, ce qu'ont les US, on est capable de les trouver chez nous. Un autre sujet, c'est planification et infrastructure. En fait, on est capable de planifier des infrastructures sur le long terme. Moi, ce qui me choque ici aux US, c'est que Internet, c'est pas ouf. Le réseau téléphonique, il est pas incroyable. Les routes, franchement, jamais. Enfin, des fois, il y a des routes, des interstates là, c'est un délire, c'est nul à chier. Les aéroports, mais ils sont mal organisés. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça en France ou en Europe. Et en fait, c'est parce que en France, on a vraiment et en Europe, on a cette possibilité de faire de la planification d'infrastructures à 20, 30, 40 ans et d'avoir des infrastructures qui sont globalement bien faites. Ça vient aussi de notre culture. Ici, ils construisent pas pour que ça dure. Ils construisent pour exploiter le momentum. C'est des pionniers, des gens qui ont l'habitude de recommencer de zéro, etc. Et c'est dans la culture, c'est dans la société américaine. Nous, on est des gens qui sommes installés. On avait ce côté un peu monarchique de on doit faire que mon fils, mon petit-fils et mon arrière-petit-fils vont régner sur ce pays. Du coup, comment est-ce que je m'arrange pour que ce soit le cas? Et ça, je trouve que c'est une grande force parce qu'un pays qui est capable de sourcer des talents à l'intérieur et pas de les attirer et d'avoir une vraie logique de planification des infrastructures, notamment énergétiques, etc. Pour moi, c'est juste incroyable. Voilà. Voilà. Si vous combinez les deux, vous arrivez à comprendre ce qu'on peut faire. Et en fait, on peut arriver à créer une infrastructure avec moins de moyens, de très grande qualité, grâce à nos talents pour arriver à avoir une indépendance et du coup plus de force dans les négociations internationales et qu'à terme, on soit capable d'attirer des talents peut-être autant en masse que ce qu'arrivent à faire les US, ou au moins dans une proportion qui soit intéressante. On a aussi enfin une possibilité à pousser des champions européens. Je pense qu'on l'a montré avec Mistral. Le problème de Mistral, c'est qu'en effet, on les pousse et on se dit oui, mais c'est du clientélisme, etc. Mais la vérité, c'est que je pense que Mistral cette année va faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est une boîte qui a 3 ans. C'est des modèles qui sont performants, qui sont pas les meilleurs du marché, mais qui sont pas les meilleurs du marché, mais qui sont souverains, qui sont performants, avec des chercheurs qui sont excellents, qui peut-être, s'ils étaient aux US, gagneraient 10 fois plus, mais qui sont quand même là à bosser dans cette boîte. Certes, c'est aussi un modèle de service, on va déployer ça dans les boîtes du CAC 40, donc ouais, on n'est pas les leaders sur les modèles, etc. Mais c'est quand même la preuve qu'on est capable de faire une très belle boîte qui s'approche de ce que peut faire les US avec beaucoup moins de capitaux. On sait que Mistral, demain, a priori, ça va pas se péter la gueule si la bulle baisse. En fait, si la hype autour de l'IA baisse. Bon, je pense que c'est une boîte qui est là pour les 10, 15, 20 prochaines années. C'est comme ça qu'elle est construite. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc, on sait sourcer des talents. On sait faire des infrastructures. On sait pousser des champions européens qui sont pas aussi bons que les Américains ou les Chinois, mais qui sont quand même dans la course. Ils ont pas 3 tours de retard. Et du coup, si vous additionnez tout ça, vous arrivez à vous dire, OK, on est pas mal. C'est ça ce qui me rend fier. Maintenant, le barycentre de la tech, j'ai vu un post LinkedIn d'une chaîne YouTube à la French, je crois, qui disait, voilà, on sait tous que sur LinkedIn, des fois, on s'emballe un petit peu. Donc, je vais pas les attaquer ad nominem. Je les attaque pas ad nominem, mais ça m'a fait réagir. Le barycentre de la tech est en train de se revenir sur Paris parce que on a mis la levée de fonds, vous savez, 500 millions, la boîte de Yann Lequin avec le fondateur de Nabla, etc. Pour être honnête, moi je pense que le barycentre de la tech, il a pas bougé d'un centimètre. Pourquoi? Parce qu'à San Francisco, personne parle de Paris. Voilà. J'ai vu personne dans les chercheurs, dans les entrepreneurs. Il y a personne qui me dit, oh, je vais bouger à Paris. Personne. Et si à Paris, on se compare à San Francisco et qu'à San Francisco, personne ne parle de Paris, c'est que c'est mort. Et j'ai jamais entendu dans un dîner, j'ai jamais entendu quelqu'un dans un gros lab me dire, oh là là, je vais rentrer en France. Les seules personnes qui me disent, je vais aller en France, je vais aller en Europe, c'est parce que ma famille me manque, parce que la qualité de vie me manque, parce que la vie est chère ici, ou parce que j'arrive pas à m'en sortir ici. Voilà. Donc c'est juste pour remettre au clair. Du coup, c'est quoi pour moi le plan là? Bah, jouer sur nos forces, que je vous l'ai dit, être capable de montrer notre puissance. Et d'un point de vue tech, il faut qu'on accélère cette circulation des talents. Il faut qu'on accepte que nos meilleurs entrepreneurs partent. Il y en a certains qui restent en Europe pour créer des gens européens comme Mistral, qui seront pas des leaders mondiaux, mais qui seront dans la course, qui seront pas top 1, mais qui seront peut-être top 10. Ce dont on a besoin, on a vraiment besoin. Et en plus, avec une belle infrastructure, des talents, on fera ça moins cher, avec moins de ressources, etc. Et qu'on envoie une partie de nos meilleurs talents aux US, qui soient fiers d'être européens
et qu'une fois qu'ils aient créé des géants là-bas, comme les fondateurs de Datadog, donc Datadog c'est plusieurs dizaines de milliards, pareil pour Snowflake, c'est des fondateurs français, et que ces gens-là on les traite en héros et qu'on leur donne envie de revenir. Et qu'en fait, on accepte qu'on soit un pays pour certains de nos meilleurs talents, de meilleurs entrepreneurs d'émigration, mais qu'on crée cette diaspora et en fait cette solidarité qui fait que les gens auront envie de revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les pays qui acceptent d'avoir une diaspora, c'est on laisse les gens partir, on les considère comme des héros. Ces gens-là, ils ramènent des capitaux, ils ramènent du savoir et ils finissent toujours par rentrer. Et si on crée cette circulation, je pense qu'à 20 ans, en s'appuyant sur talent, infrastructure, la possibilité à créer des champions qui seront pas top 1, mais qui seront top 10% mondial, et pas top 1%, et qu'on commence à créer cette boucle, on peut à 20, 30 ans revenir l'Europe comme une puissance mondiale. Voilà. Et que demain, et du coup, grâce à ces diasporas, on va avoir la dernière brique qui nous manque. Et là, on va commencer vraiment à bouger le barycentre vers l'Europe. Voilà, en attendant, je suis aux États-Unis parce que c'est ma thèse, que moi j'ai envie de monter une énorme boîte ici et que je serai très très heureux de revenir dans 5, 10, 15, 20 ans avec du capital, avec du savoir, rendre fiers les Français. Mais en attendant, c'est ici que je suis parce que c'est ma mission. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao.